Comment créer un jardin-forêt? Au Moyen Âge, c'est en forêt et en clairière que la population la plus modeste cueillait des végétaux et des fruits sauvages. Cette cueillette n'assurait pas l'essentiel de l'alimentation, mais la complétait. Sa diversité constituait un apport en oligo-éléments, en vitamines non négligeables, en complément aux légumes du potager et à la base des repas, les céréales et la viande. Penchons-nous alors sur la cueillette en forêt en lui donnant un caractère médiéval très contemporain. Les jardiniers ou les jardinières peuvent alors créer en fonction de la surface de leur jardin une forêt nourricière, le fameux jardin-forêt tempéré. Ils retrouveront une diversité de plantes, de goûts et d'oligo-éléments et de vitamines tout le long de l'année. Dans un jardin-forêt nourricier, l'étage supérieur est constitué d'arbres ou d'arbustes fruitiers avec noix, cerises, pommes ou poires. L'étage intermédiaire est constitué d'arbrisseaux fruitiers cultivés avec cassis, framboises, groseilles ou sauvages. L'étage inférieur est constitué de légumes, de fruits, de plantes médicinales ou aromatiques. Et enfin, l'étage vertical est constitué de plantes poussant à travers les trois étages, avec les mûres, le raisin ou l'églantine. Pourquoi concevoir un jardin-forêt? L'élément central d'un jardin-forêt est l'arbre, car il joue un rôle majeur. Premièrement, ses racines remontent les éléments nutritifs minéraux du sous-sol et ses feuilles et ses branchements se transforment en humus après leur chute. Des nutriments sont ainsi à disposition des végétaux au système racinaire moins profond. Deuxièmement, l'arbre crée des microclimats et a une action de brise-vent. Troisièmement, l'arbre accueille une riche biodiversité. Ensuite, l'arbre stocke le carbone, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et produit de la biomasse. Et enfin, l'arbre est un élément incontournable du paysage. Maintenant, penchons-nous sur le jardin-forêt, de l'observation à la conception. Un tempo doit être cependant respecté en prenant le jour 1 du jardin comme référence. C'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans la commune, à savoir entre le 25 octobre et le 15 novembre. Tout doit être réfléchi avant le jour 1 et tous les arbres, arbustes ou arbrisseaux plantés dans le mois qui suit. Une première étape. Le jardinier collecte de nombreuses informations et observe son jardin pour mieux le connaître. Il se penche sur son orientation, sa forme, sa pente, les différents types de sols, le climat global et les microclimats, l'exposition au soleil ou au vent, les zones humides et les points d'eau, la végétation sauvage ou horticole, la faune, les aménagements, l'emplacement du bâtiment principal et de ses annexes, et bien d'autres points. L'étape 2, le jardinier analyse les informations, ce qui permet de prendre les bonnes décisions pour une mise en œuvre réussie. Le jardinier fait des choix entre désir et réalité. Il commence par un croquis d'ensemble sur un plan et à l'échelle. Il dépose en premier l'étage supérieur avec les arbres et les arbustes fruitiers, puis dessine autour les arbrisseaux, sous-arbrisseaux et les plantes de la strate herbacée. Dans un jardin traditionnel, les espaces sont séparés avec le verger, le potager. Dans un jardin-forêt, les végétaux comestibles poussent ensemble les uns à côté ou au-dessus des autres. Pour cultiver des annuelles ou des plantes potagères, la conception sur plan doit comporter des clairières ou prévoir un espacement suffisant entre les plantations. Les premières années d'un jardin-forêt offrent des espaces libres bien ensoleillés qui leur donnent des conditions de culture idéales. Voici différents plans. L'étape 3, enfin, le jardinier ou la jardinière mettra en œuvre le plan sur le terrain. Avant, le jardinier doit choisir les plantes adaptées pour les 4 étages. Pour l'étage supérieur, vous avez les arbres ou les arbustes fruitiers avec les fruits à pépins comme le cognacier, le poirier, le pommier. Vous avez les fruits à noyaux comme le cerisier, merisier, pêcher, prunier sauvage ou comestible. Vous avez aussi les fruits à coque avec le châtaignier, le noisetier, le noyer. Puis vous en avez d'autres encore comme l'alisier blanc, l'aubépine, le figuier, le mûrier, le néflier, le sorbier des oiseleurs. Attention, comme la majorité des arbres ou des arbustes fruitiers sont greffés, il est important de bien choisir les porte-greffes qui influenceront leur vigueur. Pour l'étage intermédiaire, vous avez les arbrisseaux fruitiers cultivés comme le cassissier, le framboisier, le groseillier, à grappes ou à maquereaux.
Vous avez aussi les arbrisseaux sauvages, la mélanchier, l'arbousier, le myrtillier, le prunellier, le viormobier, le sureau. À l'étage inférieur, qui est composé de plantes vivaces ou qui se ressèment, et bien sûr qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont capables de pousser à la mi-ombre, vous avez vraiment beaucoup de plantes et de légumes. Vous avez vraiment les légumes feuilles ou autres plantes à cuire comme la roche, la berce commune, le brocoli vivace, le kénopode blanc, le kénopode bon Henri, le chou perpétuel, la consoude, l'égopode, le gaillet gratron, la livèche, le masseron, l'ortie, le plantain, la poirée et bien sûr la tétragone. Vous avez aussi les légumes feuilles ou autres plantes à salade comme l'alière officinale, la bourse à pasteur, la capucine, la cardamine, la chicorée, les cressons, le lamier, la mâche, les mourons des oiseaux, l'oseille, la petite pimprenelle et bien sûr le fameux pissenlit. Vous avez aussi les plantes à bulbes comme l'ail des ours, l'ail rocambole, la ciboule, la ciboulette, l'oignon perpétuel, le poireau perpétuel. Chez les aromatiques de mi-ombre, vous avez l'angélique, le cerfeuil commun au musqué, vous avez la mélisse citronnelle, les différents types de menthe, la monarde, le persil et bien sûr en Alsace le fameux réfort. À l'étage inférieur, on peut rajouter aussi la rhubarbe, les petits fruits comme la fraise des bois ou la ronce rampante tricolore et bien entendu les champignons comestibles. Enfin, on finira par l'étage vertical, où là vous allez retrouver l'églantier, l'houblon, la ronce, le rosier ou encore la vigne. Attention, le jardinier ne renonce pas forcément aux plantes annuelles ou bisannuelles traditionnelles du potager. Elles ont vraiment besoin d'une situation ensoleillée, donc une exposition sous bois n'est pas adaptée. C'est pourquoi un jardin nourricier est idéal quand il est composé d'un jardin-forêt tempéré et bien sûr d'un potager. Comment la jardinière ou le jardinier va préparer son terrain, puis bien sûr, comment préparer les plantations. Un jardin-forêt est un jardin sans travail du sol. Si le sol est tassé par le passage d'engins, le sol peut être décompacté par un tracteur équipé d'une sous-soleuse. La seule solution manuelle pour un petit jardin est le double bêchage, sur 40 à 60 cm. Attention, le sol est alors très perturbé, donc le faire si c'est vraiment nécessaire. En sol non sableux, un décompactage avec un outil de type grelinette est toujours conseillé. Un paillage dit de désherbage et de plantation est essentiel en été. Il contrôle les herbes envahissantes et apporte de la matière organique. Si le sol est couvert de plantes vivaces, il est vraiment conseillé de passer la tondeuse, puis de le couvrir de couches de carton et enfin d'épandre 20 à 50 cm de déchets verts, comme les feuilles mortes. Si un épandage de compost est prévu, il faut absolument le faire sur les cartons. En automne, les arbres, les arbustes ou les arbrisseaux sont plantés en respectant le plan et les distances de plantation. Les plantes de l'étage inférieur le sont au printemps suivant et les années à venir. Comment entretenir au quotidien un jardin-forêt tempéré? Concernant la fertilité du sol, le sol n'est pas travaillé. Il est fertile grâce aux plantes en place et à l'activité des micro- et macro-organismes du sol, et aussi grâce à un paillage d'entretien. Le déchet vert du moment est toujours le meilleur comme paillis. Les feuilles mortes sont apportées à l'automne, les déchets de tonte au printemps, la paille en juillet et le fameux BRF, le bois raméal fragmenté, d'août à octobre. L'idéal est de ne pas importer de déchets verts comme du foin ou de la paille et d'utiliser uniquement ceux produits in situ. Le compostage de déchets verts, de biodéchets ou de fumier est pratiqué pour l'obtention de compost mûr ou demi-mûr. Cet amendement est utilisé pour les plantations et le potager adossé au jardin-forêt. Côté engrais, le jardinier n'achète aucun engrais de synthèse ou autorisé en agriculture biologique. Il peut toutefois utiliser de l'urine ou des extraits fermentés à partir de plantes cueillies sur le verger, comme l'ortie ou la consoude. Concernant le contrôle des herbes indésirables, le jardin-forêt génère peu d'herbes. Une plante devient indésirable lorsqu'elle excède son utilité par le jardinier. La récolte devient du désherbage lorsqu'une plante croît plus vite que sa consommation. La régulation se fait par un paillage léger ou important. Concernant la lutte contre les ravageurs ou les maladies, plus les espèces de plantes sont mélangées, plus les prédateurs et les maladies ont du mal à proliférer. Sont utilisées les techniques alternatives aux pesticides comme les infusions, les décoctions, les macérations froides ou les extraits fermentés de plantes.
Globalement, le jardinier peut choisir une approche intensive, avec des arbres taillés, un paillage dense, un entretien individuel, ou une approche extensive, avec peu de taille et un paillage léger. Ne pas oublier que le jardinage naturel n'est pas un style, mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat et le lien social. Bon jardinage à toutes et à tous!